J'ai rencontré Franck dans un club de padel il y a un peu plus d'un mois et j'ai appris qu'il est joueur professionnel de rugby. Et comme je ne connaissais pas ce domaine, j'ai commencé à lui poser des questions sur les entraînements, l'organisation. Et puis, poussé par cette curiosité, je lui ai proposé de faire ce podcast. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il pense, Franck, du travail. On est en ligne. Ça, je ne fais pas des présentations. Oui, Si les gens sont intéressés, ils pourront aller chercher. Bon, au fur et à mesure, on va te connaître. d'accord. Et moi, je vais aller déjà. La première question que je pose à tout le monde, c'est le mot travail. C'est quoi pour toi le travail? Qu'est-ce que le travail représente pour toi un joueur de rugby? Je veux le préciser quand même parce que Oui. c'est pas commun. Oui, mais pour moi, mon travail actuel, c'est plus une passion aujourd'hui. D'accord? Euh, c'est une passion qui m'a toujours animé depuis que je suis petit. C'est un sport que j'ai toujours pratiqué, que j'ai toujours regardé à la télé, pardon. Ah, Donc aujourd'hui, il y a cette notion de travail plaisir parce que d'exercer ma passion en tant que métier, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une chance pour moi aujourd'hui. Même si en tant que travail, c'est aussi une partie qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne s'imagine pas forcément. Il y a toute une partie psychologique qui est dure chez les sportifs de haut niveau. Je ne parle pas que dans le rugby, c'est tous les sportifs de haut niveau. Et c'est une facette de notre travail que les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils s'imaginent pas que c'est dur. Pour eux, on se réveille le matin, on va jouer à la baballe. Mais non, c'est pas que ça le métier aujourd'hui de rugbyman Ouais. professionnel. C'est intéressant parce que tu es arrivé rapidement au mot psychologie mentale. On parlait beaucoup ces derniers temps, surtout depuis la pandémie. Côté travailleur, je veux dire utiliser le mot normaux, Oui, on parlait de burn-out, mais aussi chez les sportifs de haut niveau. Il y a eu par exemple le cas d'une athlète américaine, je crois, qu'elle avait déclaré qu'elle sentait trop d'angoisse. Euh, Côté psychologie, euh, comment, comment, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce côté psychologique? Comment vous arrivez à le gérer? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on parle maintenant? Euh, Qu'est-ce que ça te parle? mais en fait, on est rentré dans une nouvelle ère, entre guillemets, où maintenant il y a tellement de pression médiatique, de pression de résultats, que toute cette partie mentale, où elle y était avant, mais elle n'était pas aussi reconnue parce qu'il n'y avait pas autant de pression médiatique avec les réseaux sociaux qui sont arrivés. Maintenant, on va dire qu'il faut faire hyper attention à son image, à ce qu'on renvoie de nous au public. Et tout ça, ça use au quotidien parce que il faut faire attention voilà, à son image et des fois ça peut dénaturer quelqu'un voilà, pas de faire semblant, c'est dur ce que je dis, mais se tenir c'est pas forcément facile pour tout le monde. On est tous différents, on a tous des caractères différents. Et aujourd'hui, nous, le burn-out, il existe aussi dans le rugby. Et il y a des joueurs qui vivent des phases difficiles pendant qu'ils exercent. Et je pense que ça commence à rentrer un peu dans notre vie professionnelle. Toute la notion de préparateur mental. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 4-5 ans que ça commence à rentrer nous dans le rugby, où il y a de plus en plus d'intervenants et les jeunes maintenant en centre de formation, ils sont confrontés de plus en plus où ils voient régulièrement des préparateurs mentaux. Monto. C'est intéressant parce que par rapport au burn-out, je parlais depuis la méconnaissance. Je ne savais pas que chez les sportifs ça existait, mais bien sûr ça existe. Mais tu as parlé de pression médiatique, donc pression externe. Ça existe chez tous les travailleurs. Tu parles de pression pour se montrer.
Il y a un très grand réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Oui. C'est la même chose, les gens se montrent. C'est plusieurs publications de j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai décroché ces postes, je fais ceci, je fais cela. Et en fait, avec ces quelques échanges qu'on vient de faire, je vois déjà une liaison. Oui, il y a une similitude. Mais similitude. Nous sommes des employés lambda comme tout le monde. Au final, nous avons un patron, le président de club, nos entraîneurs, c'est entre guillemets nos supérieurs. Voilà, nous sommes des employés lambda comme ceux qui travaillent à l'usine. C'est vrai que il y a ce respect de la hiérarchie aussi, nous dans le monde du sport professionnel. Mais c'est vrai que sur ce que tu disais sur LinkedIn, tout ça, on a tendance à montrer le côté positif tout le temps. Ouais. Mais ça n'existe pas qu'il n'y ait que du positif. C'est pas possible. Dans tous les travails que tout le monde exerce, il y a du négatif. Et chez nous aussi, ça existe. Là, tu parles des positifs, d'images. On a parlé juste avant de commencer à enregistrer de Instagram. Je ne suis pas trop Instagram, mais je suppose qu'il doit y avoir aussi pas mal de joueurs de rugby qui montrent sur Instagram que le côté positif, les entraînements, la vie est belle. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui osent montrer aussi le côté moins positif, les entraînements durs, les phases où mentalement t'es pas top il y a eu des gens dans ton entourage, dans ton ancienne équipe, où que tu vois que commencent déjà à parler dans le monde du rugby ouvertement des contraintes. Ouais. Ça existe. Il y en a qui se servent plus comme une image entre guillemets de rugbyman. Moi, je sais que je suis pas trop dans le côté personnel, mais je suis plutôt dans le côté professionnel où voilà, il y a des photos de ma famille, de mes enfants, mais c'est plus pour moi un réseau professionnel où je vais plus afficher des photos de rugby, tout ça, sans trop rentrer dans le personnel. Même si il y a mes enfants sur Instagram, tout ça, je n'ai pas de souci avec ça, mais moi je dis plus un côté professionnel. Après, les grands joueurs, certains, eux vont l'utiliser en mettant leurs séances au quotidien d'entraînement, pas en coaching sportif, mais pour donner entre guillemets des séances à des fans entre guillemets lambda qui peuvent reproduire chez eux. Tout ça existe aussi. D'accord. Mais ceux qui rentrent dans le côté négatif, il n'y en a pas forcément beaucoup qui, à ma connaissance du moins, qui montrent ce côté négatif où quand on est moins bien, tout ça. Les réseaux sociaux, c'est plus côté positif. Il y a beaucoup de positivisme. Ouais, une bonne image de soi, c'est pas la réalité, on montre ce qu'on a envie de montrer et l'image qu'on veut renvoyer, mais c'est pas toujours la réalité. Même si l'année dernière, malheureusement, le rugby a connu un drame avec un suicide pendant la saison. Et en fait, on est revenu sur tout ce côté psychologique qui était un peu délaissé jusqu'à présent. Et en fait, ça a été remis au centre. Et c'est là qu'on a vraiment compris que les rugbyman aussi ont besoin de temps pour eux, de temps pour travailler sur eux et tout ce côté psychologique. D'accord. On va aller sur ce sujet, on va rentrer dans le sujet mental. Que je suis très intéressé pour voir, moi, dans l'avenir, savoir si on peut faire une analogie aux côtés de l'entreprise. Comment, tu dis, il y a eu un drame au rugby. Quels sont les changements que tu as vus dans tes équipes pour aider à cette partie mentale? Quels sont les changements structurels que tu as observés pour améliorer ça? Structurel, on va dire que pour l'instant, on n'y est pas encore rentré parce que c'est tout récent, ça fait 6 mois, il me semble. C'est arrivé le drame. Un peu plus. 7 ou 8 mois, pardon. Donc pour l'instant, structurellement, il n'y a pas encore de vraies choses mises en place, mais
aujourd'hui, à le syndicat des joueurs, nous, notre syndicat des joueurs, qui a mis en place une cellule psychologique que tout le monde peut bénéficier, quoi. Enfin, dont tout le monde peut bénéficier. Et c'est un pas vers l'avenir. Ça commence par là. Après, peut-être que les clubs mettront en place d'autres choses dans l'avenir. Mais voilà, dans un premier temps, déjà, il y a cette première cellule psychologique qu'on peut bénéficier en tant que joueur de rugby si on en ressent le besoin. D'accord, c'est quelqu'un qu'on peut appeler si on se sent mal, on peut faire des séances avec eux pour... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 2 psychologues, préparateurs mentaux, psychologues du sport. C'est 2 anciens joueurs, une joueuse et un ancien joueur, qui se sont vachement intéressés du coup à toute cette partie mentale et qui se sont reconvertis là-dedans. Et du coup, voilà, structurellement, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais il y a toute la partie individuelle, où, comme moi je te disais dans nos précédentes conversations, où le joueur, en tant que tel, peut contacter un préparateur mental à sa guise, sans passer par le club, sans passer par Proval, mais de manière totalement individuelle et secrète si on en a envie, quoi. D'accord, parce que l'autre jour, pendant notre conversation, j'avais compris que c'était le psychologue du club. Donc non, c'est un psychologue indépendant. Oui. Est-ce que les clubs actuellement ont aussi des préparateurs mentaux ou ces préparateurs, c'est vous, chaque joueur qui le demande? Il y a des clubs, je sais que quand j'étais à Toulouse, au Stade Toulousain, il y avait un préparateur mental qui travaillait avec le club. Sur Montauban aussi, on avait un préparateur mental qui travaillait avec le club. Et moi, ce que c'était quand j'étais à Grenoble. Et moi, c'était de mon initiative. Donc c'est moi qui ai choisi la personne que je suis allé voir. D'accord. Et là, ça m'intéresse parce que en fait, je pense à 2 choses. D'un côté, j'ai l'idée de, ok, c'est bien le préparateur mental, comment on fait pour travailler avec lui, avec elle. Mais d'un autre côté, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point, on est allé trop loin au point qu'on a besoin des préparateurs mentaux, autant dans les sports, autant dans le travail, tu vois, c'est... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, le travail dans la vie générale, dans la vie de tout le monde, ça prend une place très importante de notre quotidien, avec toute cette pression de résultats, les personnes dans les entreprises lambda ont des pressions de résultats, de bien faire, et peut-être que, je sais pas comment ça se passait avant, mais peut-être qu'il y avait moins cette pression. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, parce que dans tous les métiers, il y a des burn-out. C'est des mots qui n'existaient pas forcément avant, et ça a peut-être changé. Je sais pas. C'est qu'une supposition. Peut-être chez vous, qui pour vous c'est aussi une passion, c'est encore plus fort, parce que pour quelqu'un qui va à son travail juste parce qu'il n'y a pas une autre option pour faire entrer de l'argent et qui a sa passion à côté, bricolage... Oui, voilà. Une fois qu'il est sorti du travail, il sort du travail. Comment vous gérez cette déconnexion? Parce que c'est ta passion, tu as une pression, tu veux faire bien, mais d'un autre côté, je suppose que tu sors d'un entraînement, tu ne peux pas oublier ça, parce que d'un autre côté, c'est ta passion. Comment tu gères ça en fait? Comment tu mélanges ça avec la psychologie? C'est ça qui est dur. Je trouve à titre personnel que c'est ce qui est dur, parce que c'est notre métier, c'est notre passion. Et on a tout le temps envie de bien faire. Ouais. Et c'est vrai que quand ça se passe mal, quand il y a des jours sans, parce qu'on a tous des jours sans, et des fois il y a des matchs qui se passent pas bien, pas comme on veut, on se sent pas bien. Et c'est là où il faut réussir à switcher, de se dire bon, tant pis, ça c'est fait, maintenant je rentre à la maison, je suis en famille, voilà, je passe à autre chose. Ouais. C'est dur à faire, vraiment c'est dur, parce que on est des passionnés, donc on est énervé contre nous-mêmes, on est déçu de nous, puis on est compétiteur, donc on a envie de gagner.
c'est dur à accepter qu'on peut être mauvais en fait. Parce que on ne peut pas faire que des bons matchs. On n'est pas des robots et on est des humains et on fait tous des erreurs. Et c'est sûr que quand on rentre à la maison, arriver à switcher et se dire bon c'est bon maintenant je suis plus au stade, je suis plus à l'entraînement, voilà je passe à autre chose, c'est pas forcément facile tout le temps. Ça me rappelle le mot bienveillance. C'est un mot que j'ai appris en français il n'y a pas très longtemps. Et c'est ce que tu dis, c'est parler bien à soi-même. Et je pense que pour cela, les sports, c'est très important parce que moi, je découvrais ça quand on joue au padel. Je découvrais ça parce qu'au travail, peut-être c'est la durée, enfin mon travail, non, en tant que dans l'ingénierie, c'est plus long, ça prend du temps, c'est des journées longues, mais comme le padel, tu es soumis à un stress, tu vois un danger plus devant toi, hein, le danger que tu vas perdre ton point, et tu vois les gens vraiment avec qui tu joues, c'est pas un client qui est à 1000 km, tu peux voir, tu peux mieux sentir tes sentiments, comment tu fais, et être bienveillant avec toi en fait. Ouais. Et ça me rappelle ça, le mot bienveillance. Et là, tout ce que tu parles de travailler avec toi, ce sont les points que tu travailles avec un préparateur mental. C'est quoi, comment ça se passe en science, ou c'est quoi les sujets que vous abordez parce que c'est des choses que moi, ça me parle du coaching. Mais ça peut ressembler à du coaching. Je sais que moi, quand je suis allé voir le préparateur mental, la préparateur mentale, c'est parce que j'étais dans une phase de ma carrière où j'étais pas forcément bien. J'avais beaucoup de doutes et une perte de confiance en moi. Et aller la voir, ça m'a permis d'extérioriser tout ça, d'en parler à quelqu'un de neutre. Et ça m'a permis, en discutant avec elle, de me remettre des objectifs. Se focaliser sur des choses qui marchent, des choses qu'on arrive facilement. Et switcher sur le positif plutôt que de rester sur le négatif. C'est des mots-clés, c'est des tocs, entre guillemets, des respirations, tout ça, pendant le match, pendant les entraînements. On discute tout ça de la méthode tous les deux pour essayer de passer à autre chose et redevenir le joueur qu'on était ou retrouver ce qu'on avait perdu. Et ce travail, c'est que dans le terrain, à l'intérieur du terrain, ou c'est un travail que tu fais avec elle aussi qui te sert à l'extérieur du terrain des jeux? Moi, c'était plus sur le terrain de jeu. D'accord. C'était vraiment dans la partie rugby où je prenais plus forcément de plaisir et moi, même si c'est un métier, ça reste un plaisir. Donc quand il y aura plus cette notion de plaisir, c'est vrai que on se pose des questions. On se demande est-ce qu'il faut arrêter tout simplement ou voilà. Donc et c'est dur parce qu'on a fait tellement de sacrifices pour en arriver là que arrêter c'est dur, c'est une décision qui est très dure à prendre. Et voilà, moi j'ai préféré passer par un préparateur mental pour me refocaliser sur ce que je voulais et ce que j'avais envie. C'est très intéressant. Après, je reviens aussi sur la partie paddle que tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc, tu as vu, on joue ensemble, tout ça, et avoir des activités extérieures aussi pour nous, c'est important parce que de sortir de ce milieu, c'est pas une secte, mais le rugby c'est quand même très sectaire. On est tout le temps ensemble, on s'entraîne ensemble, on est tout le temps en équipe. Quand on va manger, on y va ensemble. Donc, avoir des activités extérieures, c'est aussi important. Ça permet de se déconnecter du rugby, de switcher justement ce qu'on disait. Parce que même si on a fait un mauvais match le week-end, on peut aller jouer au paddle, faire un match de paddle et on va prendre du plaisir. Et c'est des leviers aussi qu'il faut utiliser parce que moi je trouve que c'est important
ça permet de garder un lien social autre qu'au rugby, de rencontrer d'autres personnes, justement, qui travaillent, des personnes lambda, entre guillemets. Et ce lien social est important, je trouve, dans la construction d'un joueur de rugby. Je te comprends très bien. Là, tu as dit le mot sacrifice. Maintenant, tu as parlé d'avoir des différentes activités. Ça me parlait pourquoi? Parce que moi, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out en début 2021. D'accord. Et pourquoi ça me parlait le mot sacrifice? Parce que dans la boîte où j'étais, quand je suis rentré, on m'a parlé aussi de faire des sacrifices. Quand je suis rentré, on m'a dit, Borja, tu as un bon potentiel, on va te charger, tu vas beaucoup travailler. Et même si à côté j'avais la famille, j'avais aussi le tennis, c'est vrai que la pandémie, tu as parlé des liens sociaux, ça a coupé les liens sociaux, ça m'a coupé du tennis. À l'époque, je ne faisais pas du padel. Oui, je suis allé faire du sport, un peu courir, mais j'avais l'impression que toute mon énergie, les seuls objectifs, là tu as parlé de focus, être objectif, le seul objectif quand je me levais le matin, c'était donner tout pour le travail. Oui. Un sacrifice parce qu'un jour, j'allais avoir une bonne position. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai m'identifié avec toi. Et c'est vrai que chez beaucoup de personnes, le lien social, c'est très important. Et là, tu as parlé aussi d'avoir des autres activités. Je voulais t'expliquer un petit concept que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle l'antifragilité. D'accord. L'antifragilité, c'est une philosophie, c'est d'opposer à la fragilité. Quelque chose de fragile, ça peut être un système, un objet, que quand il y a un petit bruit, quelque chose, une énergie, ça se casse. Oui. Quelque chose de robuste, c'est au milieu. C'est quelque chose qui, quand il y a un bruit, il y a un choc, ça se casse pas. Mais quelque chose d'antifragile, c'est que quand il va recevoir ces bruits, cette énergie, cet impact, il va progresser. Il va devenir plus fort. Progresser. Et en fait, une des façons de créer cette antifragilité, c'est de modulariser ton système. Si on parle d'une personne, c'est ta vie. Donc, comment on peut le faire? Quand tu te lèves chaque matin, tu as plusieurs objectifs. Tu as ton travail, mais tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes hobbies, tu as toi-même. Et ça, je pense que maintenant, je l'ai appris. Et c'est un bon outil pour éviter le burn-out, éviter toute cette... On est dans un monde de productivité aujourd'hui. Partout, c'est produire. Dans ton cas, résultat. Et on nous dit qu'il faut se spécialiser dans une chose et il faut être le meilleur. Maintenant, je commence à mettre beaucoup ça en doute et dire, au lieu de faire une chose à fond, cette énergie, la répartir, modulariser sa vie, tu vois, pour... Et ça me fait penser à... Nous, dans le rugby, il y a quelque chose qui revient, c'est... On a tous des points faibles et des points forts, mais nous, on va parler de super pouvoir. C'est-à-dire que le point fort, ça va être un super pouvoir. Et on va pas parler de points faibles, on va parler de points à améliorer. Et en fait, on va pas se focaliser sur nos points faibles pour faire que les travailler et, entre guillemets, revenir à une moyenne haute, moyenne normale. Mais on va se dire, on a nos super pouvoirs. On va les travailler parce que c'est ce qui nous définissent et c'est ce qui font qu'on est des joueurs aujourd'hui professionnels et qu'on en est là. Et les points à améliorer, on va toujours les travailler pour pas qu'ils deviennent des points faibles, mais on ne pourra jamais en faire des super pouvoirs. Donc c'est vraiment rester focus sur notre personne, nos compétences en les développant, mais pas délaisser les points à améliorer, mais juste les travailler un peu pour harmoniser le tout, en fait. Parce qu'il y a... Moi, au début, quand j'ai commencé le rugby, on parlait de points faibles, points forts, et tu as un point faible, ok, on va travailler que sur ça. Maintenant, la mentalité a changé parce que aujourd'hui, on est recruté, on est là pour nos super pouvoirs. Et aujourd'hui, ça va être développé ça. Bon, j'adore ça. Et ça m'a fait penser au système d'éducation. Il y a un temps,
je ne sais pas si c'était un article que j'ai lu, une conversation, une vidéo, je ne sais pas, mais on parle que le système d'éducation que je connais en Espagne et que maintenant j'ai pu connaître en France, il est comme ça. Si tu as en maths 17 sur 20, alors qu'en espagnol ou je sais pas, en sciences tu as 3 sur 10, enfin 3 sur 20, on va avoir du renfort sur le 3 sur 10. Oui, Alors qu'on s'est dit, tiens, tu as 17 sur 10, sur 20 en maths, bah, tu as un super pouvoir. Développe ça. On va développer ça. Oui, voilà. C'est ça en fait. Ben, nous, ça commence un peu à rentrer là dans le rugby, ça fait quelques années, où voilà, on se focalise plus sur les super pouvoirs que sur les faiblesses. Et un exemple de super pouvoir au rugby, ça peut être quoi? Un type de coup, une capacité physique, ou ça peut être quoi? Ça peut être le jeu au pied, pour nous par exemple quand on joue derrière, ou les avants, ça peut être la mêlée, les premières lignes. Sur le triangle arrière, ça peut être les duels aériens, aller récupérer les ballons en l'air. C'est toutes sortes de compétences, des super passes pour les neufs. C'est propre entre guillemets au poste auquel on évolue, mais voilà, il y a tout type de super pouvoirs. Et dans le type de management qu'il y a dans un club de rugby, c'est que c'est l'entraîneur qui observe, enfin une équipe qui observe où est-ce que vous êtes mieux, où sont vos pouvoirs, et après on développe ça. Ces processus, ils fonctionnent comment en fait? Depuis qu'on est jeune, à force, on arrive à se connaître, à se jauger, et on sait à peu près ce qu'est nos super pouvoirs et nos points à améliorer. Mais quand on est jeune, on passe par des filières qui ont maintenant évolué, mais nous à l'époque on avait des filières des sports-études. Ouais. C'était la filière fédérale. Ouais. Et on était 10 par génération, sélectionnés dans un lycée où on était en internat et on vivait ensemble sur 3 générations, les secondes, premières, terminales. D'accord. Donc de 15 à 18 ans. À 18 ans. Donc il y avait une trentaine de joueurs, 10 par génération. Et ça c'était par région. Et en fait on avait, comme c'était pas une vraie équipe, c'était vachement individualisé. C'était des entraînements techniques sur tout ce qui était technique au poste. Et du coup c'est là où on développait nos super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, c'était quelqu'un de l'extérieur qui vous disait tu as ces super pouvoirs, ou Oui, vous on pouvez en... Oui, oui. aussi vous exprimer et dire moi j'aime bien ça, parce qu'il y a une différence entre ce que je sais faire bien et ce que j'aime bien faire. Ah oui, oui, il y a une grosse différence. Mais c'était une discussion, il y avait un directeur de pôle, donc c'était l'entraîneur principal, il avait des adjoints, et c'était des discussions qu'on avait ensemble, où on définissait nos objectifs, nos super pouvoirs et ce qu'il fallait améliorer. Mais on a toujours eu droit à la parole et à dire ce qu'on aimait et là où on pensait qu'on était le meilleur. Et on vous écoutait. Oui. D'accord. Si c'était pas vrai, on savait nous le dire, mais on nous écoutait. D'accord, ok. Ça m'intéresse ça aussi beaucoup parce que le type de management dans les entreprises que j'ai vues en Espagne et en France, en fait, ce que j'ai vécu dans des grosses boîtes, c'est pas comme ça. Tu as un groupe de personnes et tu veux les rendre homogènes. En fait, au lieu de dire il y a un travail à réaliser et chacun va se positionner plus ou moins par rapport à ses goûts, à ses savoir-faire et être, on disait non, il y a tel type de poste, tu vas aller là. Ce type de poste demande ce type de compétences. Et si tu ne les as pas, on va t'entraîner. Tu vois, c'est au lieu de dire il y a une personne, comment on l'intègre dans le groupe, c'est il y a des casses, comment on arrive à faire entrer la personne de la casse. Ouais, je comprends, mais nous dans le rugby c'est moins vrai parce que ce qui fait la beauté de notre sport, c'est que c'est tellement diversifié que en fait on arrive à retrouver cette homogénéité que tu parlais. Il n'y a pas de cases. Nous, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de fin. Tout le monde arrive à trouver sa place. Et c'est cette diversité
qui fait que c'est un sport magnifique. Enfin, tout le monde est accepté. Il n'y a pas de... Je sais pas comment m'exprimer, mais pour nous, il y a de la place pour tout le monde. Le petit, le maigre, le gros, le grand, tout le monde trouvera sa place. C'est très important la diversité. En fait, moi, quand je vois ici en France, je parle de France parce que c'est le pays où j'ai le plus travaillé. J'ai travaillé un peu plus d'1 an en Espagne. Après, j'ai travaillé, 8 ans ou 9 ans en France. Mais par rapport à la diversité, moi, j'étais dans des boîtes où on disait, tu as une liste d'écoles d'ingénieurs. Si tu ne viens pas de cette liste, tu ne peux pas travailler. Ou bien tu es rentré, mais si tu ne viens pas de l'école supérieure de je sais pas quoi, tu ne pourras jamais monter. En fait, ça se trouve que finalement, c'est tellement hiérarchisé que dans différents estrades, on trouve des gens tous pareils parce qu'ils viennent de certaines écoles, tous pareils parce qu'on n'a pas cette diversité. La France, c'est un pays très ouvert, beaucoup plus ouvert que l'Espagne. L'Espagne, c'est encore plus, parce qu'il y a eu moins d'immigration, moins d'ouverture d'esprit. Mais c'est un point à travailler dans les entreprises. Je pense que ça va petit à petit, mais le monde du sport, c'est précurseur par rapport à... C'est précurseur. Après, nous, on parle de sport collectif. En individuel, c'est peut-être moins le cas. J'en sais rien parce que c'est pas un monde que je côtoie, mais nous, c'est vrai que dans le collectif, on a besoin de tout le monde. On est 15 sur le terrain et 23 même parce qu'il y a les remplaçants. Et un match, on sait très bien que ça se gagne pas tout seul. Tout à fait. C'est l'équipe qui va faire qu'on gagne un match. Bien sûr. Là où peut-être l'entreprise va voir le résultat de la personne sur tel objectif qu'elle a. C'est ça. Nous, on a un objectif commun. On a des objectifs individuels, bien sûr. Mais l'objectif commun, c'est là où on veut tous aller. Et c'est la victoire. Et si les 15 ne veulent pas ça, on ne peut pas gagner. Moi, je suis un passionné du sport. Depuis petit, j'ai fait du sport, je fais du football, tennis. Et là, dans l'entreprise, j'essaie d'appliquer des techniques de sport. Là où j'étais avant, il y avait des managers qui parlaient de guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais dans un environnement qui parlait de guerre. Il y a un livre, ça a été écrit il y a plus de 3000 ans. Ça s'appelle L'Art de la guerre. L'Art de la guerre, c'était un général romain, chinois qui avait écrit un livre de comment faire. Et tout le monde faisait référence à ça. Et moi j'ai dit c'est pas possible, on est au travail, c'est pas une guerre. Et moi je pensais plutôt au sport. Par exemple le rugby. Au rugby, avant d'un match, tu as l'entraîneur qui te présente la tactique. Et après les gens vont, tu viens à la mi-temps, tu réajustes. Et toute cette façon de travailler, j'ai essayé de l'intégrer, mais ça passait pas. C'est une adaptation permanente parce que... C'est ça. Nous, la semaine, on va travailler sur notre adversaire, on va établir des stratégies, sur des habitudes qu'ils ont. Ouais. Mais sauf que d'un week-end à l'autre, ça peut être totalement différent parce que déjà, nous, si on travaille sur les vidéos des adversaires, il faut se dire qu'eux, ils regardent leurs vidéos, donc ils voient leurs erreurs et du coup, ils les corrigent. Ils s'améliorent. Et ce que tu disais, revenir à la mi-temps et on reparle de stratégie, c'est une adaptation permanente. Et même sur le terrain, on a beau établir toutes les stratégies du monde, mais sur le terrain, c'est de l'adaptation. C'est parce qu'on peut établir quelque chose, mais sur le moment, ça va pas être bon. Mais il va y avoir une autre solution à côté. Exactement. Et il va falloir s'adapter pour aller chercher l'autre solution. Comment y aller ? Ça, c'est les outils techniques, mais il y a toute cette adaptation à travailler tout au long d'un match et d'une saison, encore plus long. Je suis très intéressé par cette adaptation pour une amélioration continue. Comment vous la faites ? Parce que peut-être il y a comme différents tailles.
tu peux avoir une amélioration au bout de l'année, tu peux avoir une amélioration au bout d'une semaine, ou bien au bout d'un match, ou au bout d'une mi-temps. Quelles sont les techniques pour faire évoluer les équipes à différentes échelles? C'est ça que je voulais utiliser. Quels sont des outils, ça m'intéresse pour un jour pouvoir l'appliquer. Par exemple, si on parlait à toute petite échelle, vous commencez les matchs, c'est la mi-temps. Comment entre vous et l'entraîneur, qu'est-ce que vous faites pour vous adapter? Est-ce qu'il y a une communication? Ouais, en fait, c'est une communication. Les entraîneurs, il y a ceux qui sont au bord du terrain, mais il y en a toujours un qui est en tribune, qui prend de la hauteur et qui a un écran avec lui pour voir les différents angles de caméra et tout ça. Et son travail, c'est ça, c'est observer et analyser. Ouais, voilà. Et en fait, ils ont les micros entre eux, ils se passent les consignes. Et à la mi-temps, pour ma part, moi, je suis un leader de jeu, donc je vais voir l'entraîneur et on discute des ajustements que moi, je ressens sur le terrain, mais que lui, il voit de l'extérieur. Parce que moi, sur le terrain, je peux voir des choses, mais lui, il en voit peut-être d'autres. Parce que nous, on est dans le jus, on court, on est fatigué, on passe au sol, on plaque. Des fois, on est dans le jus. Et lui, il a cette vision extérieure, il a cette hauteur où il peut voir des choses que nous, sur le terrain, on ne le voit pas. Et on en parle ensemble et on parle des différentes solutions qu'on peut apporter pour jouer ce qu'on voit. Donc, il y a une analyse de son côté avec hauteur. Il y a ton analyse plutôt aussi des sentiments avec ce que tu vois. Ouais, ce qu'on ressent sur le terrain. Parce qu'eux, au final, ils ne sont pas sur le terrain. Ouais. Il y a besoin de deux, en fait. Ouais, parce que moi, des fois, je ressens des trucs par rapport à l'équipe. Parce que si on est dans avec l'équipe ou parce que tu les sens? C'est un ressenti. C'est difficile d'expliquer, mais dans la circulation offensive, des fois, je sens qu'on n'y est pas parce qu'on est fatigué, parce qu'il pleut, il y a un mauvais terrain. Et c'est toute une adaptation stratégique du coup que moi je dois prendre en compte. Ouais. Parce que du coup, il va pas falloir que je les fasse trop courir. Parce que s'ils sont fatigués, voilà. Et lui, sur le bord du terrain, ça, il le ressent pas forcément. Et du coup, on en parle ensemble et on s'adapte. Et ça, c'est un moment de la mi-temps. Donc, vous finissez la première mi-temps et toi, tu vas parler avec lui et vous échangez. Oui, on échange. Et là, vous avez quoi? Vous avez des idées, des propositions pour vous améliorer là sur l'état entre vous deux? Ouais, voilà, on discute du coup sur quoi on va partir en deuxième mi-temps. D'accord. Et après, on en parle au collectif. Ah, donc vous partagez ces propositions au collectif et les décisions, elles sont prises comment? C'est le collectif qui prend la décision? Non. Les décisions, c'est les entraîneurs qui les prennent. Qui les prennent, ouais. Voilà, ils nous consultent à nous parce qu'on est sur le terrain, les leaders de jeu. Mais les décisions, c'est eux qui les prennent et ils les disent. Enfin, oui, ils disent au collectif que on va appliquer ça, en fait. Nous, on parle souvent de soldats. Ouais. Il y a les capitaines. Ouais. Enfin, il y a le capitaine. Ouais. On est tous derrière lui. Et après, il y a les leaders de jeu. Le capitaine, c'est un joueur? Oui, le capitaine de l'équipe. D'accord. Qui joue? Oui. D'accord, qui est sur le terrain. Sergio Ramos à l'époque au Real Madrid. D'accord. Voilà, c'est le capitaine. Ouais. Et puis on est tous derrière lui. Donc c'est lui notre référent sur le terrain par rapport à l'arbitre. Et après, il y a les leaders de jeu. Les leaders de jeu, ça va être la charnière 9 et 10, 15. Parce que c'est eux qui décident du jeu, de comment on joue et toute la partie stratégique. Et tous les autres, c'est les soldats. D'accord. Ils sont à l'écoute de, entre guillemets, ces 4 ou 5 joueurs. Et voilà, la dizaine qui reste, c'est les soldats. Donc on retrouve quand même cette structure hiérarchie un peu de guerre aussi au rugby. Oui, il y a toujours une partie hiérarchie. Du coup, nous, avec les entraîneurs, où c'est eux les patrons, c'est eux qui décident. Ouais. Et sur le terrain, par contre, il y a aussi la hiérarchie du capitaine. C'est lui qui a le dernier mot, entre guillemets.
et les dans- leaders stratégiques. Dans le terrain de jeu, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il est dehors. C'est le capitaine qui joue. Ouais, sur le terrain, oui. Parce que le capitaine, il est sur le terrain avec nous. Trop bien, ok. Et puis, au moment, vous êtes pendant la pause, il y a une décision qui a été prise par le Les leaders de jeu, leader entraîneurs. de jeu. L'acceptation de cette décision, est-ce qu'il y a des gens, des alliés, des gens qui disent oui, on va faire ça? Est-ce qu'il y a des réticents, des gens qui disent bof? Est-ce qu'il y a des opposants qui disent cette décision, c'est pas ça qu'il faut faire? Vous trouvez Non, ce type généralement, non. Non, tout le monde suit. Ouais. Le général a donné ses instructions et les soldats suivent. Tout le monde suit. D'accord, ok. Bon, bah, Je te dis ça parce que j'ai appris des techniques qui s'appellent techniques de conduite du changement. d'accord. En fait, quand dans une organisation, ça peut être une entreprise, une famille, une équipe de rugby, tu veux changer certaines choses parce que tu penses que ça va apporter une amélioration, tu proposes quelque chose, mais il n'y a pas toujours tout le monde qui est d'accord. Donc on utilise des échelles, dire il y a des alliés, des gens qui ont tout à gagner et rien à perdre. Dans l'extrême opposé, il y a des opposants, des gens qui ont tout à perdre et rien à gagner. Et après on fait... Oui, je comprends. Mais non, nous, généralement, c'est écouter. Parce que, comme je te disais, les soldats, ils se préoccupent plus de leurs tâches individuelles au sein du collectif. Et les leaders de jeu qui ont cette responsabilité collective, ils prennent des décisions avec les entraîneurs. C'est bien ça. Ouais, c'est entre guillemets une hiérarchie aussi au sein de l'équipe D'accord, où tout le monde suit les meneurs de jeu. d'accord. Ok, c'est bien. Et là, quand on parle de hiérarchie, maintenant ça me fait penser à l'ascenseur. Quand on travaille en entreprise, il y a des gens qui ont plus d'ambition et qui veulent, ce qu'on dit, monter. Oui. Est-ce que ça arrive pareil au sein d'une équipe de rugby, quelqu'un qui est on va dire un soldat, qui a des aspirations, de l'ambition, il parle avec le capitaine, avec le leader ou avec le sélectionneur, il dit « moi je veux monter ». Ça existe? Oui, ça existe. Après, comment dire, c'est des caractères qui ressortent. Un capitaine, il est né pour être capitaine. On ne devient pas capitaine. D'accord. Le capitaine, c'est un leader, ça va être un leader d'exemple, un leader de combat, un leader de parole. Mais moi, dans mon cas personnel, je sais que je peux pas être capitaine parce que c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité, c'est pas moi qui vais prendre la parole dans le groupe. Tout ça, c'est parce que je suis pas comme ça. Moi, quand je prends la parole, c'est sur des orientations stratégiques dues à mon poste. Mais sur tout ce qui est combat, agressivité, défense, tout ça, c'est vraiment dû au caractère. On peut pas devenir capitaine. Enfin, soit on l'est naturellement, Ou on le bat? ou on l'est pas. D'accord. Et après, pour les leaders, ça peut arriver qu'on veuille le devenir, mais c'est plus avec de l'expérience et en prouvant les choses. Et ça a été ton cas pour devenir leader? Oui. Moi, il y a quelque chose que c'est très personnel, mais j'ai besoin de légitimité. D'accord. Avant de m'imposer dans un groupe, D'accord. j'ai ce besoin de prouver, de montrer au groupe qu'ils peuvent compter sur moi et que, je sais pas, c'est peut-être bête ce que je dis, mais du coup quand je vais leur montrer que je suis capable de les porter, entre guillemets, de les orienter stratégiquement où j'ai envie et à leur convenance, c'est une fois ça que je serai en confiance et que je prendrai la parole et mon rôle de leader de jeu à cœur. Avant ça, je me fais petit et j'attends.
Et qu'est-ce qui déclenche le fait que tu as cette légitimité? C'est un ressenti à toi? C'est des gens qui te disent oralement tu es le leader? Où se trouve le seuil entre je ne suis pas légitime et je suis légitime? Ouais, le seuil, il se trouve, on se juge par rapport au match, aux entraînements, à la confiance que tes coéquipiers t'accordent. Ça se sent, c'est un ressenti. On le ressent quand mes coéquipiers sont derrière moi et ils me poussent entre guillemets à faire des choix et tout ça, je le sens. Donc il y a un ressenti et il y a aussi le fait de, quand on sort d'un match et tout ça, d'un entraînement, que tes coéquipiers viennent te taper dans le dos, bon match, tout ça. C'est un ressenti. D'accord. Après ça peut venir du coach qui il en a marre et il vient me voir et il me dit bon maintenant il faut que tu prennes tes responsabilités, voilà, t'es un leader, impose-toi. Mais j'aime pas trop moi, je préfère prendre le temps et prouver les choses avant de m'imposer. C'est marrant parce que dans les entreprises en Espagne ou en France, c'est le contraire. Là on parle d'un top-down, donc pour que quelqu'un devienne un leader, manager ou chef voilà, c'est quelqu'un du haut qui doit te choisir. Mais là, tu me parlais à l'envers, c'est un down top. C'est moi personnellement, je trouve ça plus beau. Moi, je préfère que. Ouais. Comme on parlait tout à l'heure, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Les entraîneurs, ils peuvent mettre qui ils veulent, capitaine, leader. Mais si le groupe le veut pas, ça sera pas un leader, ça sera pas un capitaine. Nous, il y a cette notion d'appartenance, de bienveillance que tu as dit tout à l'heure, où dans un groupe, on est beaucoup, on est entre 40 et 50 joueurs, donc c'est beaucoup. Et ça peut pas être l'entraîneur qui arrive et qui dit toi, t'es un leader. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ouais. Pas dans notre sport. Ouais. C'est de la légitimité, c'est, je sais pas, un mec qui arrive, qui est nouveau dans un club et qui a jamais trop prouvé avant et qui arrive et qui prend la parole au deuxième jour. Dans le groupe, c'est mal vu chez nous. Enfin, ça se fait pas. C'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, c'est toute une question de point de vue. Mais pour moi, ça marche comme ça. Il faut montrer les choses avant de prendre, entre guillemets, des rôles qu'on a envie de prendre. Ça me fait penser à la démocratie, en fait. Dernièrement, j'entends parler des organisations des entreprises démocrates. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est encore, je reviens Espagne et France, je ne connais pas des autres pays, mais c'est une structure hiérarchisée. Donc, les choix viennent du haut en bas. Ce que tu me parles, c'est une démocratie. Et j'entends dernièrement parler des entreprises qui se démocratisent. Donc, c'est peut-être, je ne connais pas, mais c'est des travailleurs qui vont choisir le mode de travail. C'est comme la République française. Tu as des citoyens qui vont voter, qui vont choisir ses élus. Et là, ça me fait penser que, en fait, le sport, je pense que ça vient un peu plus du cœur humain. C'est quelque chose qu'on aime bien faire. Mais finalement, le travail, tant qu'on l'entend en entreprise, ça vient d'il y a des siècles. Il y avait des gens privilégiés. Avant, il y avait des rois et des tyrannies. Et en fait, c'est ça. Depuis la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation, les patrons, c'était ceux qui avaient le pouvoir, les aristocrates, de l'argent. Tout ce système a continué. Et en fait, on est dans un 21e siècle avec des règles qui datent d'il y a des siècles. C'est pas démocratisé. Donc, en fait, ça me renforce mon idée de prendre le sport comme une référence pour le travail. Cette conversation, vraiment, ça me pousse à continuer à essayer de faire une équipe de travail. C'est comme une équipe de sport. C'est vrai qu'il n'y a pas le composant de la passion, parce que vous êtes passionné
la plupart des gens ne vont pas au travail passionnés parce que j'adore faire de la comptabilité ou je sais pas quoi, mais bon, c'est... Moi, je suis d'accord. Après, c'est vrai que nous, le côté humain, il ressort d'autant plus dans un sport comme le nôtre. Ouais. D'accord, ok. Bah écoute, on a déjà parlé de pas mal de points qui m'intéressaient. Et je sais pas si on a laissé un point à côté. Je regarde mes notes. Oui. Les objectifs. C'est très important les objectifs pour moi. Dans les expériences que j'ai eues, on était téléguidés. Donc, tu es en train de faire une chose, il y a le manager qui arrive et dit maintenant c'est plus la priorité, c'est celle-là. Tu bascules. Et en fait, tu es comme un cheval, avec qu'on appelle ça des oreillers. Des œillères. Des œillères, merci, des œillères. Mais on ne te dit pas, ça c'est l'objectif, auto-organisez-vous. Et comment ces objectifs, donc on a parlé d'un cycle de temps court entre une mi-temps et l'autre. Comment vous structurez à une plus grande échelle? On va parler d'une saison. Est-ce que vous avez des objectifs à la saison? Comment ils sont faits? Comment ils sont redirigés? Comment ils sont changés, évolués? Comment ça fonctionne pour une saison? Nous, à la pré-saison, au début de la saison, on va établir un objectif, de fin de saison. Comme quoi, ça peut être finir troisième, finir... Ouais, voilà, viser un top 6, assurer un maintien, être dans le top 10. D'accord. Voilà, c'est vraiment différent d'un club à un autre, parce que chaque club n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes budgets, les mêmes... Voilà, c'est trop différent pour avoir les mêmes. Et du coup, on a un objectif principal. Mais après, on va le découper parce que nous, par exemple, on fonctionne en bloc. Donc, il y a des blocs de 5 matchs généralement. Et on va le découper en blocs. Sur un bloc, on va viser tant de victoires, tant de points. Voilà, ça se découpe comme ça. Mais on revient sur une notion que je t'ai dit tout à l'heure. On est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs. On sait que c'est pas possible. Ouais. Mais on part jamais à un match en se disant on va perdre. Il y a des matchs qui sont difficiles quand tu te déplaces chez le premier, que tu le sais que tu vas passer un mauvais match entre guillemets. Mais pour autant, une fois qu'on est sur le terrain, tu oublies tout et tu as un seul objectif, c'est gagner. Donc cette notion d'objectif, c'est vrai que même s'il y en a, parce que les entraîneurs aiment bien, le président aime bien, mais nous en tant que joueurs, on a envie de gagner tous les matchs. Est-ce que ça vous aide le fait de mettre des objectifs et les découper? Parce que ça m'a fait penser à la frustration. Moi aussi, dans mon travail, je veux que le projet se passe bien, le faire dans un an. Et, tu vois, quand je joue un match de padel, je joue un tournoi, je veux gagner, je veux que gagner. Et après, peut-être, je gagne par match. Et ça me crée la frustration. Donc moi, je pense que c'est bien mettre des objectifs pour régler tes attendus. Comment est-ce que, vous rentrez dans un match, vous voulez gagner, et là, ce jour-là, vous ne gagnez pas. Comment vous gérez ça mentalement par rapport aux objectifs? Est-ce que vous faites référence aux objectifs pour dire, bon, c'est pas si mal, ou comment ça vous aide les objectifs et ce découpage? Il peut y avoir une problématique sur un objectif en découpant les objectifs, c'est que sur un bloc, admettons, il y a un objectif de 12 points. Ouais. Les 2 premiers matchs, tu gagnes. Quand on gagne 1 avec bonus, tu es déjà à 9 points. Ouais. Il reste 3 matchs derrière. Ouais. Et là, il va y avoir une notion de suffisance. Et c'est là où, moi personnellement, j'aime pas trop cette histoire d'objectif. C'est prendre les matchs les uns après les autres. Après, pour parler de la frustration, la défaite, il y en a toujours. Mais il y a des matchs où on peut avoir joué le meilleur rugby et être tombé contre meilleur que nous. Et là, on n'y peut rien. Enfin, la défaite, il faut l'accepter, c'est tout. Ouais. Mais sur un match où
on est mauvais sur les attendus, sur les fondamentaux du rugby, c'est là où on est frustré. Parce que on n'a pas été bon. Et c'est là où naît la frustration, c'est quand on est déçu de soi-même, quand on n'a pas été bon. Mais quand on a donné le meilleur de soi-même, qu'on a joué un très bon rugby, mais que l'équipe en face elle est meilleure, chapeau à eux, on boit une bière à la fin du match, et puis voilà, ça arrive. On ne peut pas être les meilleurs partout, il y a toujours meilleurs que nous. Il faut juste savoir le reconnaître. Et même si on peut gagner tous les matchs, il y a des matchs où on tombe contre meilleurs que nous et on perd contre meilleurs que nous. J'adore cette philosophie et j'aimerais bien pouvoir l'appliquer en entreprise parce que, en fait, le résultat final ne dépend pas de toi. Il y a toi et ton environnement. Ouais, c'est ça. Il y avait un philosophe espagnol, Ortega y Gasset, qui sa phrase célèbre, c'était moi, je suis moi et mes circonstances. Tu ne peux pas changer tes circonstances. Donc, j'aime bien ça de dire, si j'ai tout donné et tout ce qui était à ma main, tout ce que je pouvais contrôler, qui est mes mains, mes pieds et ma tête, je l'ai fait bien. Après, si c'est pas passé comme on voulait, c'est pas grave. Et dans les entreprises, mon expérience, c'est pas comme ça. Quand tu n'as pas un bon résultat, et alors que l'équipe a tout donné, a travaillé, et après tu as un manager qui t'égueule parce que tu n'as pas atteint les objectifs. Oui. Non, mais c'est ça. Il peut y avoir un appel d'offres, j'en sais rien, mais il peut y avoir un appel d'offres et le commercial, il fait tout pour l'avoir, il monte le meilleur projet. Il a donné le meilleur de lui-même. Mais si à côté, il y a un autre commercial qui a fait pareil et son projet, il est meilleur, c'est lui qui va avoir l'appel d'offres. Mais il faut l'accepter. Il peut y avoir de la frustration parce que voilà, on a tout donné, mais il faut aussi savoir l'accepter parce que justement on a donné le meilleur de soi-même. Et voilà, aujourd'hui c'est pas passé, mais ça veut pas dire que demain ça passera pas. C'est ça. Et nous, je trouve que dans le... moi, ma philosophie, elle est comme ça, et je pense que dans le sport, dans le rugby, on sait reconnaître quand on perd contre meilleur que nous. On peut donner le meilleur, mais si on perd contre meilleur que nous, là, il n'y a pas de souci. Ça revient encore au mental. Oui, Ça voilà. revient à savoir être bienveillance avec soi-même. Ouais, voilà, c'est de la bienveillance, savoir switcher. Et voilà. Trop bien. Ok, super. Ok, donc maintenant on va commencer à aller à la fin de notre discussion. Et moi j'ai 3 questions pour toi, pour aussi avoir une recommandation. Et je vais te demander 3 choses. Une œuvre, ça peut être un livre, un podcast, un film, tout ce qui est création artistique qui t'aime bien, ou qui t'inspire, une personne qui t'inspire et un endroit. Donc, une œuvre artistique, ça peut être n'importe quoi, une chanson, une personne et un endroit qui t'inspire, qui t'est dans l'inspiration. D'accord. Prends ton temps si tu veux répondre à une question au lieu de 3. Comme tu le sens, l'ordre tu peux choisir, tu peux commencer par l'endroit ou pour la personne. Comme tu le sens, là, tranquillement. Une œuvre. J'ai beaucoup aimé, je suis pas un grand lecteur, vraiment pas, j'aime pas lire, mais j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho, ok. Ou Paul Coelho, je sais pas comment on dit. C'est Paulo Coelho, je note ça, Alchimiste. Et c'est un livre qui m'a vraiment plu. C'est un peu une introspection sur soi-même, tout ça, et c'est une œuvre qui m'a plu. Pour un film, je dirais Never Back Down. Never Back Down. Oui. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup regardé. C'est un lycéen qui a perdu son père, qui était alcoolique. Et lui, il fait du foot US. Et en fait, il se fait virer à chaque fois parce qu'il ne fait que se battre. Du coup, il change à chaque fois de ville. D'accord. Et il arrive dans une ville où, dans le lycée où il arrive, il y a des combats qui sont organisés. Oh, et il tombe contre meilleur que lui. Ah. Et en fait,
il prend une branlée et du coup il vient à s'entraîner avec un entraîneur qui justement il déteste la vengeance. Et en fait il lui cache au début et il s'entraîne, il devient meilleur. Sauf qu'après son entraîneur découvre qu'il veut se venger. Ah, Et du coup il décide de plus l'entraîner. Et en fait le combat final, il gagne. Mais il veut refuser le combat parce que il est passé outre cette histoire de vengeance. ouais. En fait, il s'est rendu compte que il pouvait passer outre ça. Et bon, après, dans le film, il y a une autre histoire que l'autre tabasse son meilleur ami et du coup, ils arrivent à se battre. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui descend, qui perd, Ouais. mais il va s'entraîner Et et il rebondit. revient et il gagne. Wow. Never back down. Ok, je note ça aussi. Ok, super, très bien. Et puis, ok, merci. Et après, soit une personne, ou un personnage, ou quelqu'un que tu connais ou pas, ou un endroit, soit un endroit où tu voudrais aller, où tu as été, ou juste un espace. Un endroit, ça va être facile, je vais prendre... Un terrain de padel. Non, je vais prendre le pic du Midi d'Osso. Le pic du Mendozo. Oui, C'est quoi ça? C'est la montagne qui est chez moi. Ah, trop bien ça. En fait, j'habite Ça s'écrit comment, Mendozo? le pic Ouais. du Midi, Ah, du Midi. oui, et d'Osso, c'est D apostrophe, D apostrophe. O, 2S, ouais, A-U, D'accord, ok. pic du Midi d'Osso. Du Midi d'Osso. Ça, c'est dans le sud. Ça, c'est dans le sud, c'est dans les Pyrénées. D'accord. Et Ok. c'est chez moi, en fait, j'habite dans une vallée, et en fait, au bout de la vallée, il y a cette montagne. Trop bien ça. C'est la montagne qui domine la vallée et du coup ça me rappelle évidemment d'où je viens. C'est moi ce que j'aime voir quand je rentre chez moi, c'est je vois mon pic, je suis heureux. Et voilà, un endroit. D'accord, ok. Et pour bien. la personne, Trop bien. j'ai parlé de Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, ouais, ça, c'est un joueur de rugby, c'est ça? C'est un joueur de rugby. Anglais. Qui est anglais, exactement, un des meilleurs joueurs du monde à son époque, enfin, si ce n'est le meilleur. Et je vais parler de lui parce que il a été au top Mhm. et après il a eu une descente aux enfers où pendant 4 ou 5 ans il a enchaîné blessure sur blessure. Il n'a pas joué et il a vraiment connu une descente aux enfers. Et par des choix de vie, tout ça, du travail, Mhm. il est revenu au top. Ah bon? Ouais. Après 4 ans de... Ouais, après 4 ans de blessure, de broyer du noir, Mourad Boudjelal, le président de Toulon à l'époque, le fait signer. Entre guillemets, il fait le pari. Voilà, tout le monde lui disait mais tu es fou, il vaut plus rien quoi. Il est fini. Et quand il est arrivé à Toulon, il est revenu à son meilleur niveau et voilà, c'est un peu comme l'histoire du film. Il était au top, enfer, et il est remonté. Ah, c'est inspirant ça. Ouais, Très vraiment, inspirant. je l'admire pour ça parce que quand on est dans le milieu et qu'on sait tout ce que ça entraîne, c'est hyper beau ce qu'il a fait. Trop bien. Ok, ça... Très bien, très bien pour finir. Ok, Voilà. Franck, écoute, merci beaucoup de Merci notre à toi. échange. Merci. Avec grand plaisir. Super, et à très bientôt sur un terrain de... Je vais pas dire de rugby parce que Non. sinon tu vas me massacrer de padel. Ouais, voilà. Ok. On va se faire une petite victoire. On va couper ici. Et ça a été super. Là, on fait...